Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé autour du calcul mental. Alors, comme d'habitude, vous êtes bien nombreux et on vous laisse vous installer, on vous laisse arriver et on va rapidement commencer. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui, nous avons choisi donc le thème du calcul mental. On a la chance d'avoir avec nous Éric Trouillot, auteur du Matador, qui va nous parler du calcul mental et de ses jeux. Et Étienne et Laurence, comme d'habitude, qui vont vous présenter quelques jeux autour du calcul mental. On vous laisse arriver. Comme d'habitude, ce webinaire est enregistré, donc si vous devez nous quitter avant la fin, ne vous inquiétez pas, d'ici quelques jours, on va pouvoir vous envoyer le lien du replay avec quelques liens, avec la présentation, avec plein de choses dont on aura parlé aujourd'hui. Vous avez en bas le QR qui sont donc les questions-réponses où je vous invite, quand vous avez des questions à poser tout au long du webinaire, à les écrire à cet endroit-là. Comme ça, moi, je les lis tout au long du webinaire et en fonction de la question, si c'est mieux que j'interrompe la personne qui est en train de parler à l'instant ou à la fin, je ferai la sélection. On va présenter des jeux et à la fin, il y aura un petit temps de questions-réponses. J'ai à peu près tout dit ce que je voulais vous dire. Je vous laisse arriver. Est-ce que, juste un petit test, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Et puis, dites-moi un petit peu où vous êtes. Comme ça, on va pouvoir rêver sur des destinations, peut-être des destinations de vacances, même s'il y en a encore beaucoup qui travaillent. Alors, dites-moi. Est-ce que j'ai des petites réponses? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui, ça a l'air de bien se passer. Alors, qui on a? Bruxelles, ou Bruxelles, comme vous voulez. La Haute-Savoie, et ça a l'air de bien se passer. Eh bien, écoutez, comme on a plein de choses à vous dire, je vais rapidement passer la parole à Étienne. On a même la Martinique. Pourquoi on me dit on ne peut pas écrire dans la discussion? Oui, je vais vous autoriser. Je vais vous autoriser sur la discussion. Et il y en a qui travaillent en Guyane, à San Francisco. C'est chouette. Je vais passer la parole à Étienne et je vais voir pour autoriser sur la discussion. Mais pour moi, pour les questions et réponses, ça sera mieux. Voilà, Étienne, je vous laisse la parole. Merci Sabine. Bonjour à tous et bienvenue donc à ce nouveau webinaire sur l'apprentissage du calcul mental à l'école. Je suis Étienne et ceux qui sont habitués à nos webinaires me connaissent. Je dirige Didacto et Berous, notre site spécialisé sur les crèches et sur la petite enfance que je vous encourage à aller voir également. Donc, Berous Jeux Éducatifs, www.berousjeuxéducatifs au pluriel.com. Donc pour les habitués justement de nos webinaires, vous savez que souvent quand on traite un sujet transverse comme aujourd'hui ou comme les jeux de langage ou les jeux autour des émotions, etc., je prends en général quelques minutes pour introduire et contextualiser un peu le sujet avant que nous nous lancions, Laurence et moi, dans la présentation des jeux. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas puisque nous avons la chance d'avoir avec nous un intervenant, comme Sabine l'a dit, beaucoup plus compétent et pertinent que je ne saurais l'être pour parler du calcul mental à l'école. Donc, il s'agit bien entendu d'Éric Trouillot, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à animer ce webinaire. Éric est professeur de maths à Besançon depuis plus de 30 ans, grand amateur de jeux de réflexion et auteur, il y a de cela presque 25 ans, du jeu Matador et un peu plus tard de Matador Flash, qui sont depuis devenus des classiques de l'apprentissage des maths. Donc, comment ça va se passer cet après-midi, dans l'heure qu'on va passer ensemble? Je vais passer 2 minutes la parole à Éric pour qu'il puisse nous brosser un tableau historico-pédagogico passionnant de l'histoire de l'enseignement du calcul à l'école. Puis ensuite, donc, comme Sabine l'a dit, une petite parenthèse pour vous présenter juste 6 jeux de calcul mental qui nous ont bien plu parmi toutes nos nouveautés de l'an dernier. Et puis en fin de webinaire, on fera un focus sur donc les 2 best-sellers, Matador et Matador Flash. Voilà, 3 petits points avant de m'effacer et de laisser la parole à Éric. Donc, sur Didacto, je vous rappelle, on présente quand même
plus de 500 jeux autour des mathématiques et plus de 160 jeux tournés spécifiquement autour du calcul mental à l'école ou à la maison d'ailleurs, pour tous les âges, à tous les prix. Après le webinaire, nous vous ferons parvenir, comme à chaque fois, avec le lien vers le replay du webinaire, un lien vers notre catalogue thématique autour des jeux de calcul, mais n'hésitez pas à aller fouiller sur notre site et si besoin, surtout à nous solliciter, contact@didacto.com. On est là pour vous conseiller, bien sûr. Deuxième point, nous avons mis en ligne il y a quelques jours une vidéo tournée au chalet de Un Monde de Jeux, les blogueurs phares qu'on aime bien, avec une sélection de 20 jeux mathématiques. Cette sélection est en ligne sur notre site, où on décrit des jeux là aussi pour tous les âges, et on vous encourage bien entendu à la découvrir. Dernier petit mot pour vous encourager à nouveau à investir dans les jeux et la pédagogie ludique, soit avec vos restes de budget de l'année scolaire qui se termine, le reste de la fin des COP, soit pour vos commandes de rentrée, ou encore dans le cadre de budgets spécifiques, parce qu'en ce moment, on a beaucoup de commandes qui sont liées, entre autres, à un programme qui permet aux écoles de faire preuve d'initiative pédagogique qui s'appelle « Notre école, faisons-la ensemble ». Donc, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je vous conseille d'aller vous renseigner sur ce programme, parce que nous, on en voit vraiment les effets en ce moment. Sur ces bonnes paroles, Eric, je vous passe le micro et je vous dis à tous à tout à l'heure. Merci Étienne. Bonjour à tous. Merci à toute l'équipe de Didacto, Sabine, Étienne et puis Laurence de m'accueillir pour ce webinaire. On va parler pendant une petite demi-heure je vais vous parler pendant une petite demi-heure de calcul mental et puis déjà dans un premier temps de l'aspect un peu historique, culturel. Qu'est-ce qui se cache derrière le calcul mental? Je pense que c'est important parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde a pratiqué puisque tout le monde est allé à l'école et a fréquenté les nombres et les opérations. Et donc, effectivement, le but ultime étant de découvrir des outils qui vont permettre de faire vivre ce calcul mental. Alors, de la même façon que vous pourrez revoir éventuellement ce webinaire, mon propos va être accompagné d'un diaporama que je vais le partager, vous allez le voir arriver. Vous pourrez le récupérer, hein, il sera possible de le récupérer au moment où il y aura la vidéo en ligne. Juste pour une raison très simple, vous le verrez au fur et à mesure, c'est que j'ai mis des liens qui vous renverront vers des sites sur lesquels éventuellement vous pouvez récupérer des choses. Enfin, je vous le dirai au fur et à mesure. Voilà, donc c'est parti. Je lance mon petit partage d'écran. J'espère que tout va bien fonctionner. On a testé tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison. Je retrouve le diaporama qui se cache. Il est là. Hop, double clic. Normalement, c'est parti. Je pense que c'est tout bon. Vous devez le voir en ligne. A priori, c'est bon. C'est parfait. Bon, parfait, merci. Voilà, alors, je commence par une petite diapo volontairement, comment dire, pas provocatrice, mais pour placer le cadre du sujet. Alors que on est envahi depuis quelques décennies par de nombreux outils qui peuvent calculer à notre place, la question est pourquoi continuer à enseigner le calcul et le calcul mental? Évidemment, question un peu provocatrice. Mais pas tant que ça en définitive, puisqu'on a des calculatrices, on a tous des ordinateurs, maintenant on a des smartphones, c'est-à-dire qu'en fait on a des outils qui peuvent faire le travail à notre place. Donc la question est pour autant légitime. Et mon pari, sur la demi-heure qui est devant nous, c'est de vous convaincre que, en fait, paradoxalement, alors qu'on a maintenant de nombreux outils qui peuvent faire le calcul à notre place, eh ben, il faut véritablement enseigner de façon massive et intensive le calcul mental parce que ces outils qui sont à notre disposition, on aura du mal de les faire vivre si on n'a pas une relation qui est construite et qui est véritablement forte avec les nombres et les opérations. Parce qu'en fait, si on réfléchit un petit peu, les nombres, ils sont partout, ils sont autour de nous, on vit avec eux. À tout moment, dans la vie courante, on ne s'en rend même pas compte. Hein, en fait, on a toujours des nombres qui sont autour de nous. Et ce qui se cache derrière le calcul mental,
c'est l'idée de se construire une relation véritable avec les nombres et les opérations. Derrière ça, il y a aussi la notion d'ordre de grandeur, ressentir les nombres et les mentaliser véritablement, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment en nous. Et à partir du moment, bon, on a des outils, hein, la calculatrice, je disais, l'ordinateur, le smartphone. Il n'empêche que ces outils, c'est nous qui devons indiquer à la machine avec quel nombre elle doit calculer et ce qu'elle doit faire. Donc, il faut construire cette relation qui nous relie en fait avec ces nombres et ces opérations. On fait ses courses, on va voir savoir à peu près combien on va en avoir quand on va arriver à la caisse. Période des soldes, savoir combien je vais avoir de remise, si j'ai une remise de 10%, 20%, 30%. J'ai un plafond à peindre, j'ai un terrain, je voudrais savoir à peu près évaluer sa surface. Bon, tout ça, ce sont des choses qui sont de l'ordre de l'intime. Et j'ai beau avoir des outils avec moi, le travail ne se fera pas tout seul. Donc, d'où l'importance vraiment très forte de construire une relation avec les nombres et les opérations et une relation mentale. Et je vais très rapidement vous parler de l'équilibre qu'il faut trouver parce qu'on va se rapprocher de l'école. Là, je ne suis pas encore à l'école, mais on y arrive. Dans le cadre de l'enseignement des nombres et des opérations, il va falloir trouver un équilibre entre la partie écrite et la partie orale et mentale. Mentale d'abord et orale. Donc, on se rapproche tout doucement de l'école, donc le calcul mental à l'école. Je vous définis en quelques lignes ce qui me paraît pour moi. Comment définir le calcul mental? Parce que, en fait, calcul mental, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde l'a pratiqué, et on a tous une définition propre de ce qu'est le mental, de ce qu'est la relation aux nombres et aux opérations, qui est souvent liée, en fait, à ce qu'on a vécu soi-même lorsqu'on était à l'école. Et je pense que, c'est divers et varié. Les souvenirs peuvent être parfois douloureux, parce qu'il y a quand même eu une période où l'enseignement du calcul mental ne faisait pas toujours rêver, où il fallait réciter des choses, où il fallait apprendre par cœur, etc. Il faut aller vers un calcul mental rénové, un peu dépoussiéré. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Et donc, pour moi, dans les grandes lignes, après on rentrera un petit peu dans le détail, le calcul mental, qu'est-ce qui se cache derrière la pratique du calcul mental à l'école? C'est se fabriquer un répertoire mental. C'est avoir en tête le plus possible d'informations numériques et opératoires qui lient les nombres entre eux. Il y a cette idée de créer des liens, un peu à l'image du fonctionnement du cerveau, qui est un réseau de neurones. Et ben, je pense que l'idée de répertoire mental, c'est se créer un répertoire de nombres sans aucun outil à disposition, c'est-à-dire pas de calculatrice, pas d'ordinateur, pas de smartphone, pas de cahier, pas de stylo, pas d'écrit. La relation intime que l'on tisse avec les nombres et les opérations. Et je vois vraiment de plus en plus avec les années de pratique le fait que on a un maximum, il faut avoir un maximum de nombres en tête et les opérations. Donc les 4 opérations, addition, soustraction, multiplication et division, sont en fait des créateurs de liens, ce sont des liaisons entre les nombres. Et plus j'ai de liaisons entre des nombres, des liaisons additives, soustractives, multiplicatives et divisives, plus je me fabrique ce répertoire mental et plus mon cerveau est rempli d'informations. Et déjà, je me rapproche d'une question que je vais développer par la suite, parce que très souvent, l'idée du calcul, c'est associé à une opération, un résultat. L'idée de la pratique du calcul mental en classe, et je résume ça d'ailleurs avec une phrase qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, le ça fait combien. On est très très souvent dans le ça fait combien. C'est-à-dire j'ai 2 nombres, je propose 2 nombres à ma classe, à mes élèves, et je veux les additionner, les soustraire, les multiplier, les diviser. Et donc c'est le ça fait combien. Il ne faut pas rester que dans cette pratique-là parce que sinon, il y a cette idée un petit peu on binarise la relation avec les nombres et les opérations, c'est-à-dire on veut toujours trouver le résultat de quelque chose. Alors évidemment, dans la vie courante, c'est très souvent cette situation-là, mais si on reste uniquement dans cette relation un peu binaire, on ne rentre pas dans cette idée de créer un répertoire le plus riche possible de liens entre les nombres grâce aux opérations.
Voilà, ça, c'est très, très important, cette idée de créateur de liens. Dans les jeux qu'on évoquera tout à l'heure, vous verrez, il y a énormément de jeux qui sont justement des supports de créateurs de liens entre les nombres. Et l'objectif ultime, quand on fait du calcul à l'école, faut toujours le dire, le calcul mental est lui-même un outil. C'est-à-dire, on ne fait pas du calcul mental uniquement pour le calcul mental, même si on peut y prendre beaucoup de plaisir, ce qui est mon cas. Moi, j'ai toujours aimé jongler avec les nombres et les opérations, mais le calcul mental, c'est lui-même un outil. Le but ultime quand on fait des maths, c'est résoudre des problèmes. Et donc, si je me fabrique un répertoire mental, si j'ai plein de liaisons entre les nombres et les opérations, si mon cerveau est riche d'informations comme ça autour des nombres et des opérations, et que j'y prends du plaisir, entre parenthèses, il ne faut pas l'oublier non plus, grâce au jeu, eh ben, ça, c'est un outil formidable pour rentrer dans la résolution de problèmes. Et je crois qu'on a un peu trop focalisé, en tout cas en France, sur ces 20, 30 dernières années, parce qu'il est vrai que nos élèves, on mesure dans les tests internationaux que nos élèves ont des difficultés en résolution de problèmes. C'est une réalité. Et je pense qu'on a trop focalisé sur le comment faire pour que nos élèves progressent en résolution de problèmes. Et en fait, peut-être que le paramètre le plus important, c'est ce défaut de répertoire mental qui est bloquant pour rentrer dans la résolution de problèmes. Parce que, bien entendu, la résolution de problèmes, quand on est en primaire et même au collège, très souvent, la résolution de problèmes, ce sont des nombres et des opérations. C'est quand on avance un petit peu dans ses études, quand on va plus loin, lycée et après le bac, où on peut rentrer dans des mathématiques qui peuvent être beaucoup plus abstraites, beaucoup plus théoriques, où les nombres et les opérations peuvent s'échapper. D'ailleurs, si vous discutez avec des grands mathématiciens, très souvent, ils ne sont plus du tout dans le numérique et l'opératoire. Ils sont dans des choses beaucoup plus abstraites. Peut-être qu'ils utilisent, entre parenthèses, des réseaux qui ont été fabriqués grâce aux nombres et aux opérations au niveau du cerveau. Hein. C'est des hypothèses d'ailleurs émises, ça. Mais en tout cas, au départ, on est dans les nombres et les opérations. Donc, d'où l'importance de la création de ce répertoire mental pour vraiment rentrer dans la résolution de problèmes. Alors, j'avance un petit peu plus. Je vais vous proposer, en fait, pour, comme c'était évoqué dans le titre, parler un peu de la dimension culturelle, historique, de qu'est-ce qu'on fait quand on est en situation d'apprentissage du calcul. Je vais en fait m'appuyer sur 3 questions, 3 problématiques qui sont toutes les 3 des problématiques d'ordre culturel. Et je pense qu'ils sont tellement fortement ancrés dans nos habitudes et dans notre culture de l'enseignement du calcul que ce sont des problèmes qui sont moi, que je qualifie de bloquant pour vraiment avancer dans une forme d'enseignement du calcul mental un petit peu rénové, un peu dépoussiéré. Alors, j'ai aucune prétention comment dire, d'être allé plus loin que certains. C'est juste une pratique d'une vingtaine d'années d'observation avec les jeux, notamment avec Matador, de voir les élèves fonctionner, d'avoir énormément échangé avec des collègues au travers des conférences que je peux donner, et puis dans le cas du réseau Canopé aussi. Donc voilà, ces 3 problématiques, sont des problématiques qui ont évolué au cours des discussions de ces dernières années. Alors, la première problématique, c'est la question qui est centrale, c'est l'équilibre entre l'écrit et le mental. Alors, je vais commencer par cette question-là, qui est certainement la question centrale. Les 2 problématiques que j'évoquerai après sont liées certainement à cette première problématique. Volontairement, je vous mets à l'écran comme ça une addition, une opération posée. Alors, j'ai pris une addition qui correspond, alors la plupart des élèves de primaire, sauf en début de primaire, ne pourraient pas poser ce type d'addition, mais ça peut concerner vraiment beaucoup d'élèves. Imaginons, je me mets dans la peau d'un élève de l'école primaire et j'ai à poser cette addition 967 plus 35. Donc, je me mets dans la peau de l'élève. Alors, j'ai bien appris ça parce que c'est quelque chose qu'on apprend depuis des générations, donc tout le monde sait bien faire ça. On pose, c'est bien posé, on aligne les unités, les dizaines, etc. Je sais que je dois commencer par la droite, donc je fais mon petit calcul, 7 plus 5, suivant l'âge que j'ai, j'arrive plus ou moins rapidement au 12. Je sais que dans ce cas-là, je dois mettre le 2 en dessous de la première colonne et puis ma petite retenue au-dessus de la deuxième colonne. A priori, je suis censé savoir que je passe dans la famille des dizaines. Si c'est un 7, j'ai mon 3, hop, je fais mon petit calcul, j'arrive à 10. Je sais que dans ce cas-là, je dois mettre mon petit 0 en dessous de la deuxième colonne et la retenue au-dessus de la troisième. Je m'arrête là, je ne vais pas aller au bout.
j'affirme déjà que dans la situation où je suis, alors élève ou adulte d'ailleurs, entre parenthèses, au stade où j'en suis, j'ai perdu tout contact avec les nombres de départ. C'est-à-dire que dans le cadre de cette opération posée, là où je me suis arrêté, il y a déjà plus de 967 et 35. Le problème des techniques opératoires qui sont alors enseignées, c'est ancestral, hein, puisque ça remonte au début de l'école laïque et obligatoire, Jules Ferry. Ça a parcouru toute l'histoire, c'est très bien enseigné, c'est véhiculé, ça fait partie de l'inconscient collectif, tout le monde connaît très bien ça, et pense d'ailleurs que c'est beaucoup de gens, en dehors de l'école d'ailleurs souvent, pensent que c'est le Graal, c'est-à-dire que quand un élève sait poser ses opérations, c'est le Graal, et en fait, ces techniques opératoires sont extrêmement problématiques parce qu'elles posent un véritable problème de sens. Quand je pose une opération, j'aime bien l'expression qui dit « je ne calcule pas avec des nombres, mais je calcule avec les chiffres qui composent les nombres ». Et cette nuance-là est essentielle. C'est une des raisons pour laquelle, lorsqu'on se trompe, parce que tout le monde peut se tromper dans un calcul, nos élèves ne se rendent pas compte d'une énormité qui peut être écrite en dessous d'une opération posée. Addition, soustraction, multiplication. Je fais une petite enfin, je mets un peu à part la division qui, paradoxalement, est peut-être la technique des 4 opérations, celle qui est le plus intéressante en termes de sens. Parce que quand on pose une division, on est obligé de se poser plein de questions. Alors que lorsque je pose une addition, une soustraction, une multiplication, je peux rentrer dans une espèce de mécanique automatique. C'est très algorithmique, c'est très bien enseigné, donc c'est très bien appris. Et puis, c'est du petit calcul mental, comme je dis souvent. Petit calcul mental parce que j'additionne, je soustrais, je multiplie avec des nombres entre 1 et 10. Ça ne va pas très loin. Donc, tout le monde sait faire, on ne se trompe pas trop. Et ça crée une illusion, en définitive. Ça peut même créer l'illusion d'être un expert en calcul. Et en fait, quand j'ai terminé cette opération, pour en finir avec cette opération, je n'ai pas trouvé un nombre, parce qu'en fait, si j'avais écrit au fur et à mesure, là, on doit arriver à 1002. Bon. En fait, l'élève qui pose une telle opération ne trouve pas 1002. Il trouve un 2, un 0, un autre 0, et puis un 1. Et son cerveau est à ce moment-là obligé de recomposer les chiffres pour se dire mais c'est quoi ce que j'ai trouvé pour pouvoir énoncer le nombre à trouver. Et ça, c'est un problème central, c'est bloquant en termes de création de sens de nombre et d'opérations, surtout si on pratique énormément ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les programmes ont quand même beaucoup évolué et que la tendance est vraiment à minimiser les techniques opératoires. C'est clairement dit, souvent écrit, etc. Je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter de passer trop de temps sur les techniques opératoires. Nos élèves ne fabriqueront pas de sens, de nombre, ne fabriqueront pas ce fameux répertoire mental que j'évoquais juste avant. Si on reste tout le temps dans les techniques opératoires, alors moi c'est du vécu avec des dizaines et des dizaines et des dizaines d'élèves que j'ai déjà donc fréquentés, vu, observé que les techniques opératoires étaient maîtrisées, mais que le sens de nombre n'était pas là. Et que en fait, le sens de nombre se fabrique par une relation mentale. Alors, je vais y revenir, je vais encore aller un petit peu plus loin. Pour terminer sur les techniques opératoires, encore un autre problème qui est énorme dans cette pratique des techniques opératoires, quand on pose une opération comme celle-ci, ou une soustraction, ou une addition, ou une multiplication, on procède de droite à gauche. Je commence toujours par la colonne des unités, puis je passe à celle de gauche, dizaines, centaines, éventuellement milliers, etc. C'est contre nature en termes de sens, parce que, réfléchissez quelques secondes, les nombres, nous les vivons tous de gauche à droite. Nous les écrivons, nous les lisons, nous les pensons, nous les prononçons de gauche à droite. Les nombres que vous avez sous les yeux, vous lisez 967, le 9, le 6, le 7. Vous ne commencez jamais à regarder le 7, puis le 6 et le 9. Or, quand on rentre dans ces fameuses techniques opératoires, on casse le code naturel j'ai envie de dire le sens naturel du nombre, qui est de gauche à droite, et on rentre dans une technique droite-gauche qui, encore une fois, est un vrai problème. Il y a un choc, ça crée une espèce de choc mental. Et c'est ce choc-là, on le traîne, entre guillemets, depuis des générations, de nombreuses générations, et c'est tellement
fortement ancré dans la culture de l'enseignement du calcul depuis donc des générations qu'on a du mal. Moi, je dois dire qu'à titre personnel, il m'a fallu longtemps pour comprendre, pour conscientiser, pour essayer d'analyser au plus fin, au plus profond le problème que pose cette technique opératoire. Et avec le temps, avec le recul, depuis donc une trentaine d'années que je suis au collège, j'ai réduit la part, mais vraiment à la portion congrue. Et le discours que je tiens, par exemple, avec mes élèves en collège, ça pose aucun problème. Ça peut être un peu plus compliqué en primaire, parce que ça reste encore dans le cadre des programmes des apprentissages vraiment annoncés. Mais en collège, le discours, et ça fonctionne bien, c'est tu poses si tu veux. C'est-à-dire tu poses si tu as besoin. Parce que c'est vrai qu'il y a des élèves qui sont en difficulté avec les nombres et qui aiment bien poser, parce que le poser rassure. Hein. On a l'illusion, comme je disais tout à l'heure, qu'on sait faire, même si c'est très souvent une illusion, et que souvent, si on arrive à installer une culture mentale, au final, souvent, ceux qui se trompent, c'est ceux qui posent, et ceux qui sont rentrés dans la culture mentale, qui sont capables de gérer mentalement, se trompent moins. Alors, pour terminer sur cette diapo de l'addition posée, j'affirme en tout cas en cycle 3, c'est-à-dire CE2, CM1, CM2, et donc après, ce type d'opération ne devrait pas se poser. C'est-à-dire qu'un élève de CM ou de collège devrait gérer ça mentalement à la façon du boulier, comme les orientaux le font d'ailleurs. C'est-à-dire, on se met dans la tête 967, on pose en quelque sorte, entre guillemets, dans la tête le grand nombre, et on pose dessus l'autre. C'est-à-dire, mentalement, j'ai 967, j'y mets 30. Hein, et alors là, pour le coup, on va rentrer dans une véritable décomposition du 35. C'est 30 et 5. J'ajoute 30. Donc rapidement, alors, je peux même faire par dizaines. Hein, 977, 987. J'arrive à 997. Et finalement, je repose le 5 par-dessus. Je peux faire en 2 fois. Je mets 3 pour arriver à 1000 et puis le 2. Et là, le 1002, si j'y suis arrivé mentalement, c'est un vrai 1002. Il a été construit. C'est un nombre. C'est pas un 2, un 0, un 0 et un 1. Voilà. Bon, je ne vais pas pousser plus loin parce qu'on pourra encore creuser l'analyse. Vous avez compris que les techniques opératoires, il faut vraiment faire très, très attention. Et voilà ce que j'ai mis comme diapo. Moi, je vous conseille, dans la pratique de l'enseignement, il faut inverser ce paradigme qui est un paradigme culturel, qui est un formatage. Hein. On peut aller jusqu'à un formatage du cerveau, parce qu'en tant qu'adulte, on l'a vécu évidemment quand on était enfant à l'école. Donc le formatage est très très fort. C'est compliqué de se déformater, pas désintoxiquer, ce serait peut-être un peu fort, mais en tout cas de se déformater de ça. Et il faut gagner du temps en posant moins et utiliser ce temps gagné à ne pas poser à faire du véritable mental avec de la verbalisation. Il faut faire verbaliser absolument dans les échanges en classe et pratiquer le véritable calcul mental réfléchi en classe qui, lui, se pratique de gauche à droite. Il faut apprendre, et je vous assure qu'il y a une déconstruction des habitudes. Moi qui suis en collège, je suis habitué maintenant depuis des années à déconstruire des mauvaises habitudes, parce qu'il faut savoir que la plupart des élèves étant tellement formatés avec ces techniques opératoires, que lorsqu'ils font du calcul mental, lorsqu'on leur propose des séances de calcul mental, parce que pratiquement tous les enseignants font du calcul mental, sauf que il faut savoir que beaucoup d'élèves et d'adultes ne font pas du calcul mental, ils posent dans leur tête. Il y a énormément d'adultes et d'enfants qui ne font pas 967 plus 35 en agitant 30 et puis ensuite on... Mais ils imaginent l'opération posée mentale et ils font les unités. Et moi, j'entends souvent des élèves en début d'année me dire monsieur, j'ai trouvé tel nombre, alors j'ai fait ça, j'ai commencé par les unités, etc. Et c'est très étonnant, ce n'est pas du mental. C'est d'ailleurs la preuve que nous, les Occidentaux, parce que ce n'est pas un problème uniquement franco-français, hein, c'est plutôt occidental, on est vraiment différent des Orientaux qui ont le boulier qui est beaucoup plus proche du registre mental. On a cette déformation d'aller trop vite vers l'écrit et les techniques opératoires, et nos élèves ont du mal de faire du mental parce que le mental devrait être le début. Et on devrait finir par l'écrit. Ce qui fait que les techniques opératoires ne devraient pas poser de problème, elles devraient être un prolongement quasi naturel. Ce n'est pas le cas, on fait les choses à l'envers, nous, on va dire, dans la culture de l'enseignement occidental du calcul. Et pour terminer sur ce point de l'écrit, aller plutôt vers l'écriture en ligne. Le registre en ligne est beaucoup plus proche du registre mental et incite à procéder de gauche à droite. Par exemple, 967 plus 35, écrit en ligne, on a plutôt tendance à inciter à se dire j'ai 967, je vais y mettre 35. Donc le 30 et le 5. Alors que si je le pose,
pas du tout. Là, je commence par la droite, les unités, etc. Et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, limitez au maximum dans vos pratiques d'enseignement cette pratique. Voilà. Je me suis permis une petite diapo où on voit donc 3 opérations posées qui ne devraient jamais être posées. Enfin, ça fait partie de notre culture. Hein. On peut voir dans nombreux livres et cahiers un 26 plus 5, un 69 moins 25, un 25 fois 2. Ça ne devrait pas exister en opération posée. Ça, ce sont des opérations qu'on devrait toujours voir en ligne et verbaliser. La verbalisation qui va avec le mental. Et là, pour le coup, on irait vers cette idée de répertoire mental et on irait vers cette idée de création de liens entre les nombres et les opérations. Ce que ce 26 plus 5 posé ou les 2 autres opérations posées ne permettent pas. Alors, j'ai parlé que de l'addition. En plus, dans les techniques opératoires, la pire de toutes, c'est évidemment la soustraction, qui est un casse-tête sans fin, puisqu'il y a différentes techniques. On peut casser en haut, on peut casser en bas. Tout le monde ne fait pas la même méthode, et ce sont des méthodes assez compliquées à comprendre. D'ailleurs, bien souvent, les adultes ont eux-mêmes du mal à comprendre, alors les enfants, je ne vous en parle pas. Donc, il faut vraiment limiter au maximum tout ça. Voilà. Et pratiquer du calcul mental réfléchi, avec donc, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, beaucoup de verbalisation. Si on fait du réfléchi, on fait des maths parce qu'on explique la procédure avec laquelle on a construit le résultat de son opération. Et donc, quand on fait du mental réfléchi avec verbalisation, on utilise ces automatismes. Donc, on utilise le calcul mental automatisé qu'on maîtrise, qu'on connaît. Et petit à petit, avec le temps, on en fabrique du nouveau. Hein, la véritable clé, c'est du réfléchi régulier, répétitif, pour aller vers les automatismes. Là, j'arrive vers mon deuxième problème. Je vous ai dit que j'évoquerais 3 problèmes culturels. J'arrive vers mon deuxième. Et la question maintenant que je pose en même temps, c'est comment enseigner le calcul mental? Parce que là, je viens de vous dire ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, bon, on a compris que je n'étais pas tellement technique opératoire, mais alors si imaginons on abandonne les techniques opératoires, il faut faire quelque chose. Alors, justement, je me rapproche un petit peu de plus du comment il faut faire, et encore une fois, j'utilise des problématiques. La problématique de la construction des automatismes. Dans l'imagerie populaire, il y a beaucoup de gens, très souvent en dehors de l'école d'ailleurs, qui pensent que le calcul, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a cette idée que tu dois apprendre, on va schématiser avec les tables de multiplication, tu apprends tes tables par cœur, tu passes du temps à apprendre par cœur. Une fois que tu sais tes tables par cœur, tu vas pouvoir t'en servir et puis faire du véritable calcul mental. Le cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Les neurosciences nous le disent d'ailleurs très clairement maintenant, c'est exactement à l'envers. C'est-à-dire que c'est la construction petit à petit, avec répétition et régularité de calcul mental réfléchi, donc avec du sens, avec de la verbalisation si possible, qui mène vers les automatismes. Et c'est vers ça qu'il faut aller dans les pratiques en classe, avec beaucoup de verbalisation. La verbalisation étant très, très importante. C'est un véritable exercice pour celui qui la pratique, pour l'ensemble de la classe. Et puis pour les autres élèves dans la classe, c'est une façon d'entendre des choses nouvelles qu'on ne connaissait pas. Hein, c'est ces moments, moi, que j'aime beaucoup, où dans une classe, de temps en temps, on entend vous savez, le fameux « ah oui ». Quand on entend un élève dire « ah oui », alors c'est déjà quand on a entendu quelque chose, c'est pas quand on écrit. Hein, et c'est un moment où c'est comme s'il y avait une pièce du cerveau qui s'était éclairée, on découvre une nouvelle procédure. Et il faut beaucoup de verbalisation pour aller vers un développement un maximum de « ah oui ». Alors, ça implique de la gestion de classe, de savoir s'écouter, évidemment pas toujours facile. Hein. Oui, Sabine, tu voulais dire quelque chose? Oui, on pose une question, on voudrait un exemple de ce que tu appelles la verbalisation. Alors, je vais proposer un bel exemple. Il y aura les jeux, bien sûr, que vous allez présenter et puis que je vais présenter aussi après. Les jeux sont un fabuleux outil qui permettent la mise en scène de la verbalisation dans la classe. Et puis, il y a un autre outil, je vais juste l'évoquer parce qu'une demi-heure ne permet pas d'approfondir. J'y viens, je vais y répondre dans quelques secondes. Voilà. Un outil pour, comment mettre en place la verbalisation dans la classe. Ça sera juste après ma 3e question qui arrive. Voilà. Je vous ai dit, je m'appuie sur 3 problématiques. Attention aux techniques opératoires,
Attention aux automatismes qui doivent plutôt être le bout de la chaîne et non pas le début de la chaîne. En gros, hein, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et puis le troisième problème qui est très très important, il faut sortir du ça fait combien. Il faut sortir de tout le temps dire à nos élèves ça fait combien. Et en fait, il faut vraiment faire les deux sens. C'est-à-dire, il faut de temps en temps dire à nos élèves s'il faut 7, ça fait combien, bien évidemment, parce que c'est important de savoir que ça fait 42. Hein. Mais il faut régulièrement trouver des situations de ce que j'appelle le à l'envers, c'est-à-dire dire à nos élèves 42, tu fais comment? Comment tu fabriques 42? Alors, c'est là qu'on va retrouver les jeux. Voilà, tout à l'heure. Hein. Bon, Matador, par exemple, et Trio, et moi je vais parler de Trio, Matador et Shot the Box sont des jeux qui sont dans le à l'envers. Le à l'envers, c'est une clé fondamentale pédagogique pour, j'appelle ça un dégrippant de cerveau. La pratique on peut dire aussi du compte est bon, hein, tout le monde connaît le compte est bon, le principe universel du compte est bon, c'est un dégrippant de cerveau. Et le paradoxe, et ça je vous assure, c'est 20 ans de pratique de vécu, le paradoxe, c'est que c'est pas de faire répéter des dizaines ou des centaines de fois à un élève 6 fois 7, ça fait 42, qui va finalement apprendre et retenir et comprendre que 6 fois 7, ça fait 42. Mais c'est de régulièrement lui donner 42, pas mal de fois, il faut que ça se répète, et que de lui-même, avec le contexte ludique dans lequel il est, qu'il trouve des façons de fabriquer 42. Alors, un jour, il arrivera sur 6 fois 7 et puis il va se dire, ah bah oui, ça y est, ça, maintenant je sais, c'est 6 fois 7. Et puis un jour, ça sera 2 fois 21. Et puis un autre jour, ça sera 3 fois 14, parce que 14, tout le monde ne sait pas que c'est un nombre qui est dans la table que 42 est un nombre dans la table du 14. C'est à force de jongler avec les nombres que finalement on stabilise ce genre de choses. Ça se fait tout seul. Comme disait l'autre, à l'insu de son plein gré. C'est à force de tests, de tâtonnements. Moi, je veux dire que c'est à force d'avoir énormément joué avec Matador que j'ai petit à petit appris, mais vraiment à l'insu de mon plein gré, hein, je vous assure que c'est vrai, les tables du 12, 13, 14, 15, 16 jusqu'à 19, 20, parce que dans Matador, il y a un dé à 20 faces, j'en parlerai tout à l'heure. Et les choses se sont mises en place vraiment toutes seules, mais à force de décomposition active de ma part. C'est-à-dire que j'avais un nombre cible à fabriquer, et puis je cherchais à le fabriquer. Et ça, pour le coup, on est clairement dans la pratique, dans les programmes qui maintenant parlent énormément de la décomposition, d'un travail fondamental sur la décomposition des nombres. Et pour le coup, quand on fait du calcul mental à l'envers, alors avec des jeux ou pas forcément des jeux, hein, eh ben on est complètement dans l'esprit des programmes puisqu'on travaille la décomposition des nombres. Et alors, un petit exemple tout simple, et puis après je répondrai pour pratiquement terminer à la question que tu posais, Sabine, sur des exemples de verbalisation. Un petit exemple tout simple que vous pouvez faire, par exemple, dans le cadre de la classe, du CP alors sans limite, même au collège et au lycée après, c'est l'idée de donner un nombre. Alors, si c'est des CP, CE1, CE2, ce sera un petit nombre, autour de 20 par exemple, et de demander aux élèves de fabriquer ce nombre sous la forme d'une addition. En clair, d'inventer une addition. Par exemple, je dis 20. Trouve deux nombres qui font 20 si on les additionne, trouve deux nombres qui font 20 si on les soustrait, trouve deux nombres qui font 20 si on les multiplie, et puis après, quand on maîtrise la division, ce petit exercice qui est tout simple permet de rentrer déjà dans le à l'envers. Et il faut trouver le plus possible de situations où on pratique comme ça des petites décompositions, et puis après, le top du top, c'est les jeux, hein, parce qu'il y a le cadre ludique qui fait que... Voilà. Alors, j'arrive quasiment à la fin de ma petite demi-heure un peu générale. Et ça, là, ce que j'ai mis, la diapo que j'ai affichée, c'est un peu une réponse à la question que tu posais, Sabine, c'est comment mettre en place la verbalisation. Alors, moi, c'est un truc, la faute de temps, parce que quand je présente des webinaires ou des conférences en présentiel, on est plutôt sur 1h30 ou 2 heures, et je passe un bon moment à parler du diaporama. Ce que vous voyez défiler là devant vous, c'est un diaporama que j'ai fait sur mon ordinateur avec PowerPoint. Bon, il y a plein de OpenOffice, il y a plein d'outils. Le diaporama est un fabuleux outil numérique pour se fabriquer des petites séquences de calcul mental réfléchies que vous allez pouvoir diffuser dans votre classe. Alors évidemment, il faut avoir un ordinateur et un vidéo ou un tableau interactif. C'est quand même maintenant souvent le cas. Si ce n'est pas le cas, il faut espérer que ça le deviendra quand même assez vite. Et on peut se faire des petites séances de calcul mental réfléchies à l'aide de diaporamas. C'est remarquable. Moi, je pratique ça maintenant depuis une vingtaine d'années, depuis que voilà, les vidéos sont arrivées il y a une vingtaine d'années dans nos salles de classe. Et on peut se fabriquer assez facilement une progression annuelle
de petits diaporamas. On peut même reprendre sa progression si on a déjà sa progression et la mettre en diaporama. Le diaporama, je l'ai mis en deuxième point, c'est un truc génial qui pose, c'est une espèce de cadre qui permet de se dire, au moment où on lance le diaporama, moi je vis ça depuis maintenant, donc je vous disais, une petite vingtaine d'années dans mes classes, c'est le moment où les élèves se disent, on va échanger, on va parler, on va verbaliser, on va écouter dans la classe des procédures différentes. Les Québécois pratiquent ça depuis un peu plus longtemps que nous et appellent ça je cherche mon mot, des bavardages mathématiques. Si vous faites des petites recherches sur Internet, vous verrez, il y a plein de vidéos sur les bavardages mathématiques. C'est tout à fait remarquable et c'est un bon moyen pour vous faire des séquences de calcul mental réfléchis dans la classe. Alors, on peut en faire, je vous ai mis, on peut faire des diaporamas de 3 à 6 questions, en gros un quart d'heure. On peut en faire 1, 2 ou 3 par semaine. Moi, j'ai une tendance à en faire 1 ou 2 par semaine. En 6e, je fais des diaporamas de 6 questions. Et autour de ces diaporamas, vous pouvez articuler l'ensemble de votre progression de maths avec des situations donc, de recherche de problèmes, y ajouter des jeux. En fait, après, l'idée centrale, c'est de scénariser tout ça, d'arriver à articuler tous les outils pour véritablement se rapprocher d'une progression annuelle. Et je vous ai mis, et c'est pour ça que ça peut être intéressant de récupérer mon diaporama, donc celui que, là, que vous êtes en train de voir défiler, je vous ai mis des liens sur lesquels là vous pourrez récupérer des diaporamas existants, parce qu'il ne faut pas non plus réinventer l'eau chaude. Il y a des choses qui ont été faites, qui existent, qu'on peut télécharger. Voilà. Donc là, ces quatre liens-là vous permettront de découvrir des diaporamas existants. J'ai mis aussi en lien une petite capsule vidéo que je n'ai pas le temps de vous montrer et que vous pourrez découvrir, qui a été faite par Canopé, dans laquelle vous verrez des diaporamas vivre dans une classe. Et c'est dans mes classes de 6e il y a 2 ans, Canopé était venu filmer et ça donne une petite capsule vidéo qui permet de voir qu'est-ce que c'est que la vie d'un diaporama dans une salle de classe. Voilà. Et j'en arrive un peu à la fin de ma petite demi-heure historico-culturelle et on arrive tout doucement au jeu parce que moi je pense que après ce qui fait la différence, ce qui va faire que les élèves qui aiment les diaporamas, ils adorent les diaporamas. Hein, moi cette année j'ai des classes de 3e, je crois que c'est les moments qu'ils préfèrent, c'est les diaporamas parce que ils communiquent la façon dont ils ont réfléchi et ils aiment bien entendre des choses différentes. Voilà. Donc, c'est vraiment un support qui est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Et donc, après, le plus, c'est le jeu qui va apporter la dimension plaisir, attractif et voire jubilatoire si on est fan de la question. Donc, moi, je vais me stopper là. Et puis, donc, c'est Laurence et Étienne qui vont vous présenter des jeux que Didacto propose et je ne sais plus le nombre exact, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont proposés. Et puis donc, je reprendrai la main ensuite avec notamment Matador et puis Trio et Shoot the Box. Voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les transmettre dans le chat ou avec Sabine qui récupérera ça. Je vois, avez-vous je vois juste une question qui apparaît. Avez-vous un blog sur le site du jeu Matador qui est géré par Canopé? Il y a un blog où il y a énormément de billets sur la didactique du calcul mental et des jeux. Donc, vous allez sur le site Matador et il y a l'onglet blog et vous retrouverez plein de choses autour de ça. Donc, je transmets le micro à distance. Je ne sais plus si c'est Laurence ou Étienne qui reprend la main. Et donc, moi, a priori, je coupe mon micro et je te laisse Laurence, je te laisse reprendre. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Eric. Vraiment, c'était génial. Et je trouve que tout ce que tu as dit, ça s'enchaîne beaucoup avec les réglettes Kussner qu'on fait depuis le début que Didacto existe et qui ont pour but justement de permettre aux enfants plus jeunes de s'immerger dans les chiffres, dans les calculs et d'une manière plus... pas en récitant par cœur, justement en ressentant les choses et en manipulant. Donc vraiment, merci beaucoup. Sabine, est-ce que tu introduis la suite? Bon, on a perdu Sabine, c'est pas grave, j'enchaîne. Alors, je vais vous proposer 3 jeux. Le premier jeu, c'est Calculopirator.
C'est un jeu qui est donné à partir de 5 ans, ce qui est peut-être un peu optimiste, mais néanmoins, c'est un jeu de calcul mental. Donc, vous avez un petit bateau de pirate ici, voilà, qui va avancer sur son chemin. Alors, déjà, le truc génial, c'est que, vous voyez, les chiffres, je les ai posés sur le plateau de jeu, là, de manière aléatoire. Donc, le parcours sera toujours différent et surtout, les chiffres sont réversibles, c'est-à-dire que là, j'ai mis des choses pour les enfants plus jeunes avec des petites valeurs, mais on peut mettre de l'autre côté avec des valeurs plus importantes. Alors, la règle du jeu est la suivante. Je jette tous les dés et je regarde. Là, il faut que j'aille sur l'île 6. Embêtée, je suis. Bon, on va dire que c'est pas bon. Je triche un peu. Voilà, 3 plus 3, 6. Donc, ces dés-là sont utilisés et j'avance sur l'île 6. Et après, il me reste ça. Est-ce que je peux faire 18 avec 6 plus 6? Non, ça ne marche pas. Donc, en fait, le but, c'est de potentialiser un maximum ces dés pour avancer le plus loin possible. À chaque fois que j'atteins une île, je gagne un trésor. Et sous le trésor, il y a des pièces d'or. Donc, à la fin, c'est ce qui permettra de départager les gagnants. Donc, vu les petites valeurs, là, on va surtout faire des additions, des soustractions. Mais forcément, ça ne marche plus quand on passe sur les autres valeurs où là, on va être obligé d'attaquer les multiplications. Voilà, ça c'est Calculo Pirator. Sabine, es-tu de retour? Non, toujours pas Sabine, c'est pas grave. Alors, j'enchaîne avec un autre jeu. Eric, qui ne va pas te plaire. Voilà, j'avoue que nous, on avait trouvé l'idée sympathique pour aider les enfants à comprendre, mais je vois bien l'idée que tu as développée et voilà, et que j'apprécie beaucoup. Néanmoins, je vous présente ce jeu, voilà, qui est un jeu Acros, qui fait des jeux très pédagogiques et didactiques. Et c'est un jeu pour apprendre justement les additions posées et les soustractions posées avec des retenues. Voilà. Donc, voilà, j'imagine qu'on peut s'en passer ou pas, mais néanmoins, l'outil est sympa. Alors, on a, voilà, on a des fiches pour poser les additions. Donc, on a des feutres effaçables dedans et le concept, c'est que, voilà, je pose une opération. Donc, je vais faire 6 plus 5, 11. Et le 1, je vais le mettre là. Voilà, je vais matérialiser la dizaine. Et je la remonte là. Voilà. Et du coup, je peux faire 3 plus 2, 5 plus 1, 6. Voilà. Donc, une manière de visualiser ce qui est une retenue. Et ensuite, on a 4 plaques, c'est des plaques très épaisses, donc du coup, ça fait 4 enfants. Hein. Ah oui, je ne vous ai pas dit, de l'autre côté, là, c'est juste pour que les enfants s'entraînent avec les doubles et les compléments à 10. Alors, pour les soustractions, ils ont développé 2 façons de faire les soustractions. Donc, une façon plus classique. Voilà. Donc là, ôter 8 de 2, ce n'est pas possible. Donc, je suis obligée d'ôter 8 de 12. Voilà. Donc, ça fait 4. Et ce petit 1 là que j'ai dû rajouter, il va falloir que je l'enlève. Donc, 3 moins 2, 14. Voilà. Et ils ont, de l'autre côté, matérialisé la soustraction avec emprunt. Alors, pareil, 8 ôté de 2, ce n'est pas possible. Donc, je mets 12, ça fait 4. Et là, donc, je vais devoir enlever le 3 que j'ai rajouté. Donc, je fais moins 1. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Vous voyez, je suis embrouillée. Voilà, exactement comme expliquait Eric. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai bien un en trop que j'enlève du 3. Donc, il me reste 2. 2 moins 1, 14. Voilà. Donc, voilà, un outil pour aider les enfants à faire des additions et des soustractions avec les retenues. Sabine, es-tu là?
Ouais, j'ai eu un gros problème technique. Je suis vraiment désolée. Bah, Je vais ça pas- arrive, ça arrive. je- C'est la vie, c'est la vraie Ouais, vie. Bah, ouais. j'enchaîne avec mon troisième jeu, c'est pas grave. Alors, Je, mon je- troisième jeu, c'est un jeu Tam Tam. Alors, Tam Tam, donc c'est l'éditeur Abludis qui propose beaucoup de jeux de français et beaucoup de jeux aussi autour des mathématiques, autour des additions, des soustractions, des multiplications, etc. Et le principe de ces jeux est toujours très simple. C'est un jeu qu'on peut faire, je dirais, entre 2 sur 5 minutes. Ce n'est pas un jeu où on a besoin de se poser et j'avoue que c'est très pratique. Alors ici, on a choisi de vous montrer le jeu sur les compléments Alice. Donc, il y a plusieurs règles du jeu. Le principe, c'est qu'on va retourner 2 cartes, voilà, et que avec les 2 cartes, il va falloir pointer avec 2 mains les compléments à 100. Pardon, merci Étienne. Les compléments à 100. Donc, hop, là, je vais pointer avec les 2 mains 70 et 30 qui font 100. Alors, personnellement, pour cette règle-là, moi, je commence par donner 2 cartes à chaque enfant. Le temps de voir qu'ils ont bien compris de quoi ils retournaient. Parce que le jeu de rapidité, c'est quand même un peu rude. Et si je vois que tout le monde est bien compris et est à fond, à ce moment-là, hop, on attaque les jeux de rapidité. Et là, les enfants, ça les amuse beaucoup. On peut aussi avoir au centre une carte bleue et tous les enfants ont une carte rouge et c'est le premier qui trouve le complément à ça entre les deux. Enfin, voilà, un petit jeu qu'on peut sortir rapidement et qui est très efficace. Donc, voilà pour les 3 jeux que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc, maintenant, ça va être à Sabine et après à Étienne pour vous présenter 3 autres jeux et on retourne après auprès d'Éric. Ouais, je suis vraiment désolée. Problème réseau, plus rien du tout et aucun moyen de communication. Vive la technique. Mais ça va, vous avez pu sauver l'histoire. Donc moi, je vais reprendre. Je suis désolée. Donc là, mais j'ai quand même suivi. Je savais un petit peu ce dont on allait parler. Donc tu viens de montrer le Tam Tam Super Max que je montre sur l'écran comme c'était prévu. Voilà. Ensuite, si je ne me trompe pas, le précédemment, comme ça, Véronique, je répondrai à ta question. C'est ce jeu-là que Laurence a présenté en deuxième. C'est apprends à additionner et soustraire avec retenue. Voilà, de chez Acros. Et normalement, si mes connaissances sont bonnes, tu as dû commencer par Calculopirator de chez Jeannot. Voilà. Donc là, si je ne me trompe pas, j'enchaîne sur Speedy Hans que Étienne devrait nous présenter. En effet, voici le jeu. Ah, pardon. Voici le principe et je laisse la parole à Étienne. Voilà. Me revoilà. Donc, Speedy Hans, je n'ai pas tout installé. Là, j'ai installé un certain nombre de cartes sur la table. Normalement, il y en a 39. Donc, on a un grand, on n'est pas forcé de les mettre en carré. On a 39 cartes. C'est un jeu à partir de, ils disent 7 ans. À la fois de calcul, petit calcul et de rapidité. Donc, des jeux de 1, des cartes pardon, de 1 à 39. Et au départ, c'est un jeu de reconnaissance de nombres, puisque donc, il y a d'autres cartes comme ça, avec des couleurs et des nombres, des chiffres, des nombres de 1 à 35. Et donc, on retourne une carte, hop, le 20, et c'est le premier, alors là, elle n'est pas là-dessus, mais c'est le premier qui réussit sur les 39 cartes qui sont installées sur la table à dire où est le 20. OK, lui, il gagne la carte. Ensuite, on continue avec le 14. Donc, le premier qui indique que le 14 est là, OK, il gagne la carte, etc. Donc, au final, chacun va avoir des cartes qu'il aura gagnées. Hop. Voilà, comme ça. Le 24, il est là, je l'ai gagné, etc. etc. Hop. Et lorsque la prochaine carte arrive avec une couleur qui est déjà indiquée, donc là, on voit qu'il y a déjà 2 cartes bleues qui ont été gagnées, le prochain devra reconnaître sur la table, montrer sur la table la carte 26 plus le nombre de cartes bleues déjà gagnées. Donc là, on est 26, 27, 28. Il devra montrer la carte 28. Hop, etc. Si je chope encore une carte bleue, si la prochaine carte retournée est encore une carte bleue, il devra ajouter 3, hop, au nombre 12. Donc, il devra montrer la carte 15, etc. Donc, on a à chaque fois un petit calcul mental. Là, par exemple, si j'ai le 21, combien de cartes violettes ont déjà été gagnées? Hop, il devra montrer la carte 22. Donc, voilà, tout simple,
mais à la fois reconnaître quand il y a pas mal de cartes qui sont autour, puisque le premier qui gagne, c'est celui qui en a 7, donc ce n'est pas si évident. Au final, il y a quand même beaucoup de cartes qui sont gagnées par chacun des joueurs. Et donc, il y a une petite mécanique de calcul qui se met en place avec ce petit jeu qu'on a trouvé, nous, très sympa. Donc, voilà le premier des 3 petits jeux que je voulais vous présenter. Le second, c'est un autre qui vient de sortir, qui s'appelle Triggs. Je vous le montre sur l'écran du site de Didacto. Donc, c'est un jeu de chez Oya à 17,60 € à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs. Voici la boîte, voici le contenu, le temps qu'Étienne installe les cartes. À vous, Étienne. On y va. Hop, hop. Voilà. Triggs, on a chacun un petit tableau comme ça avec des nombres de 1 à 12 et il faut réussir à cocher toutes les cases. Le premier qui coche toutes les cases de son petit tableau a gagné. Comment ça se passe? Au départ, moi, j'ai 5 cartes en main, d'accord? Hop. Et puis, lorsqu'arrive mon tour de jeu, je peux soit aller tirer 2 cartes, soit des cartes visibles parce que ça m'arrange, soit une carte invisible que je ne vois pas, tac, voilà, ça c'est le 6. Pour augmenter ma main et au fur et à mesure, j'en ai davantage, je ne peux pas en avoir plus que 10. L'autre façon de jouer lorsque c'est mon tour, eh bien, tout simplement, c'est de dire, voilà, moi, là, je vais pouvoir cocher pas mal de chiffres de la colonne des 9. Alors, de la ligne des 9, pardon. Donc, comment est-ce que je fais? Je peux mettre tout simplement des 9. Ça, c'est facile. Mais je peux aussi, alors, attends, je vais le mettre là pour tout le monde puisse voir, quick, voilà. Mais je peux aussi additionner des chiffres pour faire 9. Si j'ai le 8 et le 1, ça me fait encore un 9. Si j'ai le 6 et le 3, ça fait encore un 9. Si j'ai le 5 et le 4, hop, ça me fait encore un 9. Donc là, j'ai coché l'ensemble de ma ligne de 9. Et comme j'ai fini une ligne, je peux faire une croix sur une autre ligne. Mais ça, c'est un petit détail. Donc voilà le jeu, là, de base. Mais on peut le détourner, y ajouter des éléments pour le rendre plus intéressant en matière de calcul. Dans le jeu de base, on peut utiliser que 2 cartes pour réussir à faire une somme, la somme de 9 en l'occurrence. On pourrait tout à fait imaginer de pouvoir en ajouter une troisième, de se dire que 9, c'est 3 plus 3 plus 3. Donc, si j'ai 3 cartes de 3, je peux réussir à faire le 9. On peut, pourquoi pas, y ajouter la multiplication, de dire que 9 peut aussi dire c'est 3 fois 3, 8 c'est 4 fois 2, etc. On va jusqu'à 12, hein, les cartes vont jusqu'à 12, on peut y ajouter aussi un élément de soustraction, se dire que 10, eh bien c'est 12 moins 2, etc. Donc là, on a plus d'éléments de calcul, plus de richesse calculatoire. On est comme le disait Eric, dans la décomposition des nombres. Donc nous, on a beaucoup aimé, c'est un jeu très, très agréable à jouer à tous âges. Il est donné pour 8 ans, mais c'est un vrai petit coup de cœur de ces dernières semaines. Voilà. Dernier jeu présenté par Étienne, Opération Sauvetage, qui est un jeu de chez Placote, calcul mental coopératif à 35 €, de 9 à 13 ans et de 2 à 6 joueurs. Placote, pas Placote. Écoutez, il y a chacun son accent qui ressort, Étienne. Chacun aura bien perçu mon petit accent. Alors, donc là, on est sur un jeu, ça s'appelle Opération Sauvetage. Quick, voilà, il y a un vieux reflet là sur le plateau de jeu, où il faut aller calculer des abscisses et des ordonnées. On a beaucoup de cartes plus ou moins faciles, vous voyez, vert, orange ou rouge, où on doit aller sauver un avion ou un bateau du naufrage. Malheureusement, c'est un tout petit peu d'actualité. Donc, on est sur un âge là entre le CM1 et la 5e à peu près, mais rien n'empêche d'inventer des opérations plus simples. Au dos de chaque, vous voyez là, le calcul du bateau, l'itinéraire du bateau qui est en perdition, on le suit là, avec une abscisse et une ordonnée qui sont calculées par une série de petites équations qu'il faut résoudre. Donc, en mettant la carte dans le petit, dans le petit cache prévu à cet effet. Donc là, au départ, j'ai les petites opérations. 3 fois x égale 3. Il y a un plus, donc le résultat est positif. Et 7 fois x égale 35.
Et là, il y a un négatif. Donc, au final, 3 fois 1, 3, 7 fois 5, 35. Et donc, il faut que je trouve 1 et moins 5. Et ce qu'on voit, c'est que 1 et moins 5, c'est l'abscisse et l'ordonnée du point de départ. Donc, ensuite, hop, je lève au fur et à mesure, je découvre au fur et à mesure les différentes équations de la carte qui vont m'aider à retracer tout le parcours du bateau. Et lorsque j'ai terminé, eh bien, pour vraiment le sauver, il y a une petite énigme, un petit problème à résoudre. Lors d'une opération de sauvetage, l'équipage d'un hélicoptère fait descendre des sacs de vêtements aux passagers d'une embarcation de sauvetage. Un premier sac est 3 fois plus lourd que le deuxième, qui contient 6 kilos de provisions. Quel est le poids du premier sac? Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué. On a au fur et à mesure, les enfants adorent parce qu'ils se mettent dans une aventure. On a au fur et à mesure, évidemment, des équations qui deviennent de plus en plus compliquées. 21 divisé par combien égale, entre parenthèses, 3 fois 2 plus 1. Voilà, donc on commence à compliquer un petit peu les choses. Et là, en effet, on est plutôt du niveau 5e, puisqu'on a des parenthèses, des priorités dans les opérations, etc. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu, il y a l'aspect opératoire, il y a l'aspect problème aussi. Donc, à la fin de chaque opération de sauvetage, il y a de très nombreuses cartes et les enfants adorent se projeter dans une histoire et dans une aventure. Voilà, on n'a pas voulu être exhaustif, évidemment, puis c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui d'écouter ce que raconte Eric. Je crois qu'on a tous été passionnés. Donc, on vous a montré juste 6 jeux relativement récents pour vous montrer un petit peu un certain nombre de choses qu'on pouvait faire. Mais sans plus attendre, on repasse la parole à Eric avec donc Matador et compagnie. Toi, Eric. Merci, Étienne. Merci, Sabine. Donc, il faut que je relance peut-être mon partage parce que j'avais dû l'arrêter. Je remets donc mon petit diaporama parce que j'ai prévu des images, des photos avec Matador, avec Trio et avec Shoot the Box. Alors, par contre, je m'excuse, c'est pas très agréable à regarder, mais voilà, bon, ça y est, c'est fait, c'est allé assez vite. Voilà, je vous présente en complément des jeux présentés par Laurence et Étienne, 3 autres jeux. C'est des jeux que j'affectionne vraiment particulièrement, même si il y avait des jeux vraiment super intéressants dans ceux qu'on vient de voir. Et là, on a une vraie progression. Shut the Box, duo trio Matador, Shut the Box fin cycle 1, grande section, et puis début CE1, donc début cycle 2. Duo, trio, balaye tout le primaire. Et puis Matador, pas début du primaire, un peu après. Donc on est sur une vraie progression. Alors c'est des jeux que vous pourrez d'ailleurs, qui sont proposés par Didacto, les 3. Shut the Box. Je sais que, alors moi, je ne le pratique pas en classe parce que c'est fin cycle 1, cycle 2. C'est un jeu qui est vraiment, les collègues qui l'utilisent, les retours sont en général fabuleux. Voilà, on peut dire fabuleux. Les gens qui découvrent Shut the Box et qui le font vivre avec les élèves disent que c'est vraiment top. Il y a un lien, alors je l'ai présenté sur le blog Matador, donc vous pourrez le retrouver en lien avec une explication complète. Là, j'ai fait une petite photo, comme ça va aller vite. Voilà, c'est un Shut the Box. Shut the Box à 4, on peut jouer là, il y a 4 joueurs. Chaque joueur a 10 petites targettes en bois. Le but du jeu, en fait, très simple. Vous imaginez un des 4 joueurs. Je gagne si je relève. Il faut imaginer que c'est des targets en bois qu'on peut relever. Voilà. Je gagne si je relève mes 10 targets, si j'ai fermé la boîte. Shut the box. Et comment relever mes 10 targets? Alors, c'est très simple. On est dans un jeu de décomposition. De toute façon, les 3 jeux que je vais vous présenter sont des jeux de décomposition. On est dans la grande famille des comptes et bons, on va dire. Comme d'ailleurs, on en a eu quelques-uns juste avant. Là, j'ai lancé, c'est un jeu, il y a 2 dés 6 faces, donc je lance les 2 dés. Imaginons que c'est moi qui ai commencé. Je fais un 2, un 4, je totalise. Donc j'ai un total de 6. On est en autocontrôle, on peut jouer en autonomie, bon, pas des tout petits, mais on peut jouer en autonomie, en autocontrôle. Donc là, j'ai 6. Je peux relever les targets que je veux qui sont devant moi, qui font un total de 6. Alors, je peux relever le 6 tout seul. Je peux relever, alors les enfants qui découvrent le jeu, qui ne le connaissaient pas la première fois, ils ne se compliquent pas la vie, ils ont bien raison, ils relèvent le 2 et le 4, parce que j'ai fait un 2, j'ai fait un 4, donc je relève le 2 et le 4. Donc, imaginons, je commence à jouer, c'est moi, je relève le 2, je relève le 4. Mon voisin joue, celui d'après, celui-là, hop, ça revient à moi.
Je relance les 2 dés. Eh bien, imaginons que j'ai refait, alors hasard, bon, hein, ça peut arriver, hein, une chance sur 36, là, je refais un 2 et un 4. Eh bien, je ne pourrai plus relever le 2 et le 4, puisqu'ils sont déjà relevés. Donc, en fait, le jeu est un jeu qui oblige le joueur à décomposer. À l'insu de son plein gré, il est obligé de décomposer parce que c'est le but du jeu. Et il ne peut relever les targets qui sont déjà relevés. Donc là, il a fait 6. Eh bien, alors, je ne peux pas relever le 2 et le 4, je les ai déjà relevés. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux relever le 6, éventuellement le 6 n'est pas relevé. Imaginons que le 6 soit relevé, ça oblige à rentrer dans les décompositions du 6. Qu'est-ce qui fait 6? Et évidemment, là, il y a 5 et 1 qui marchent. Donc, si je n'ai pas relevé mon 5 et 1, je peux... Et comme on joue, évidemment, on échange, on parle, très vite, ils comprennent le fonctionnement du jeu, ils s'aident un peu entre eux, ça fait partie du jeu, et ils découvrent aussi les autres. Quand on joue, on regarde les autres jouer, et ce jeu est extraordinaire pour travailler les décompositions des petits nombres entiers, parce que vous avez compris, on ne dépasse pas 12, vu que le maximum que je puisse faire, c'est un double 6, et donc le plus grand nombre que j'ai à décomposer, c'est 12, et je décompose entre 2 et 12. Et par exemple, en CP, où il y a dans le programme, il y a la décomposition, toutes les décompositions du 10, par exemple, le 9 plus 1, 8 plus 2, 7 plus 3, etc. Les collègues de cycle 2 qui utilisent Shut the Box me confirment que les gamins qui jouent un petit peu régulièrement à Shut the Box automatisent les décompositions du 10, comme j'aime bien cette expression, à l'insu de leur plein gré. C'est-à-dire, c'est hors apprentissage. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de leur faire apprendre par cœur 9 plus 1, ça fait combien, 8 plus 2, ça fait combien. C'est à force de décomposer et d'avoir tâtonné, parce qu'il faut tâtonner, expérimenter, se tromper, etc. Mais à force d'avoir joué, les décompositions du 10, et encore une fois, la puissance des jeux de calcul à l'envers, donc de la grande famille de décomposition et du compte est bon, c'est que le paradoxe, c'est qu'on décompose, mais qu'en décomposant, on apprend des choses de calcul mental à l'endroit. C'est-à-dire, en clair, c'est à force de décomposer 10 de façon active et avec des choix que je vais finalement retenir, mais automatiser par cœur, que 9 plus 1, que 8 plus 2, etc. Ça fait 10. Ça, c'est fabuleux. Et ça, c'est vraiment confirmé par énormément de collègues qui sont fans de Shut the Box. Donc moi, je vous invite, alors je ne pratique pas, je l'ai à titre perso, il est sur mon bureau, là je pourrais vous le montrer, il est dans la pile de jeux qui est à droite de l'ordinateur, mais c'est exactement celui-là. Mais vraiment, je vous conseille Shut the Box, en tout cas en cycle 2. J'ai même mis un lien, si vous récupérez mon diaporama, il y a un site qui a créé un jeu en ligne. On peut jouer à Shut the Box en ligne. Alors, on joue seul par contre, mais ça fonctionne très très bien. C'est assez sympa. Bon, j'ai évidemment pas le temps de vous le montrer, mais voilà, vous pourrez récupérer le lien. C'est un lien libre et on peut jouer en ligne à Shut the Box. Ça peut être intéressant pour montrer le fonctionnement du jeu à une classe entière sur un tableau interactif, par exemple. Vous pouvez jouer en utilisant ce lien. J'arrive à Trio, donc mon deuxième jeu. J'ai vraiment... J'ai pas pensé à le prendre, mais bon, il a changé et Didacto propose la nouvelle version parce qu'il a longtemps été diffusé et édité par Ravensburger. Il est depuis pas mal de temps, il ne l'est plus. Et l'édition est reprise par un éditeur suisse. Et je sais que, parce que je l'ai vu dans les jeux proposés par Didacto récemment au Salon des Jeux Maths à Paris, donc je sais que Didacto le propose. Donc voilà, l'édition est relancée. Donc pendant des années, j'étais un peu embêté de parler de Trio parce que le jeu n'était plus édité. Alors les gens me disaient, oui, mais je le présentais quand même parce qu'en fait, on peut très bien, finalement, assez facilement se le fabriquer. Mais bon, maintenant, il existe. Alors, lien qui renvoie sur la présentation sur le blog si vous voulez avoir des informations un peu plus complètes. Et puis, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, j'ai mis une photo. Trio, c'est 49 jetons de forme carrée avec des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dessus. Vous faites une grille de 7 sur 7, cette fois 7, 49. Donc une grille, 7 lignes, 7 colonnes. Totalement aléatoire. Hein. Là, j'ai fait une photo, c'est l'ancien jeu de Trio. Totalement aléatoire, c'est-à-dire j'ai fait mes lignes vraiment totalement au hasard. Donc vous imaginez bien que des supports de jeu, c'est quasiment à l'échelle humaine, c'est infini. Parce que des dispositions de 49 jetons comme ça. C'est un auteur allemand, alors je ne sais pas trop comment il a fait son choix de répartition de 1, de 2, de 3, de 4 jusqu'à 9, parce que ce n'est pas une équi-répartition, il n'y a pas autant de 1, de 2, etc. Le but du jeu est très simple, j'ai mis une cible en dessous, c'est un compte est bon, 31 c'est la cible. Il faut que vous fabriquiez 31 avec 3 nombres.
trio, on pense à 3. 3 nombres, alors pas n'importe comment, 3 nombres alignés et voisins. Donc, ils peuvent être alignés horizontalement et voisins, ils peuvent être alignés verticalement et voisins, ou ils peuvent être alignés en diagonale et voisins, n'importe où dans la grille. Ça, c'est le côté aléatoire. Les gamins adorent. Moi, je joue à trio. Alors, pour la petite histoire, je joue à trio avant d'avoir créé Matador. C'est-à-dire que ça fait plus de 25 ans que je joue à trio en 6e. C'est un jeu qui a une accroche extraordinaire. Ça m'est confirmé par des centaines de collègues maintenant. L'accroche de trio est très, 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 très forte. Vous pouvez même vous faire des photos, ce que je fais, et je mets les inserts dans des diaporamas. Je vous parlais tout à l'heure de l'idée du diaporama pour se faire des séances de calcul mental. Et ben l'utilisation de photos de trio, c'est vraiment un truc qui peut être génial pour se faire des diaporamas avec trio dans le diaporama. Des 31, il y en a plein. Alors là, on est plutôt cycle 3 pour le coup, hein, parce que qui dit trio 3 nombres, dit enchaînement de 2 opérations. Donc évidemment, là, pour le coup, CP, CE1, difficile. Cycle 1, j'en parle pas. Par contre, je vous montrerai tout de suite après une adaptation que j'ai appelée duo. Vous avez deviné déjà ce que c'était, duo, 2 nombres, il faudra fabriquer avec 2 nombres. Par contre, il faudra adapter le nombre cible, parce que 31 avec 2 nombres, vous pouvez chercher longtemps, vous ne trouverez pas. Donc trio, 3 nombres, là ça marche, je vous en montre quelques-uns, hein, mais il y en a plein hein, dans cette grille-là. Bon, la photo n'est pas choisie tout à fait par hasard, celle-là, elle est vraiment top. Donc, quand je choisis le nombre cible, je regarde toujours un petit peu à l'avance, si je le vois assez facilement. Très souvent, il y a plein de solutions. Hein. Alors, quand je dis plein, c'est très, très fréquemment entre 5 et 10. J'ai joué encore hier avec mes classes au collège. Alors, c'est une grille exceptionnelle. C'était pourtant un nombre plus grand. J'avais mis 60. On a trouvé 17. On avait un petit peu de temps, on a consacré. On a trouvé 17 fabrications de 60 différentes dans la grille. C'est le record, je crois d'ailleurs. Donc là, le 31, colonne de droite, verticale. Vous partez du 4 vert, 4 x 7, 28, plus 3, 31. Les couleurs sont un code intéressant pour communiquer entre nous dans la classe. Les élèves, par exemple, ils restent de leur place, ils me disent, monsieur, je pars du 4 vert à droite. Alors, moi, je montre à tout le monde comme ça. Et puis, je remonte 4 x 7, 28, plus 3, 31. Comme ça, tout le monde voit où est le 31. Et on est en autocontrôle et on apprend des trucs parce qu'on entend, il faut verbaliser. Alors, je vous en montre quelques-uns, mais je ne vais pas tous là, parce qu'il y en a au moins 12 ou 13 sur cette grille-là, de 31. Un peu plus haut, vous partez du 8 rouge, toujours dans la colonne de droite. Vous allez en horizontal à gauche, donc 8 x 4, 32, moins 1. Vous voyez, là, je pars de 32, j'enlève 1. Juste au-dessus, horizontal, les 3, 5 x 8, 40, moins 9, 31. En plein milieu, vertical, vous avez, en partant du 5 orange et en remontant, 5 x 5, 25, plus 6, 31. Ce jeu permet donc de s'entraîner à toutes les connaissances de table que je suis censé connaître et que si je ne connais pas, je vais entendre autour de moi avec les solutions que les camarades vont trouver. Et donc, j'emmagasine et j'entretiens et j'enracine et je consolide des connaissances que j'ai déjà. Et le côté aléatoire de chercher dans la grille, je suis fasciné par l'accroche des élèves. Ça fait donc, je vous disais, 25 ans que je joue à trio. C'est fascinant l'accroche des élèves à trio. Il y a Voilà, c'est assez fascinant parce que je le dis souvent en conférence un peu en souriant. Honnêtement, quand on regarde le jeu, ça ne fait pas rêver. Hein. Vous avez une grille de 49 nombres là, qui sont alignés, 7 lignes de 7. Je veux dire, on ne pense pas, voilà, on n'est pas dans le rêve là. Et pourtant, la demande, moi, c'est systématique, les gamins me demandent est-ce qu'on va jouer à trio? Trio. Ça, trio, on peut jouer tout le temps. J'ai découvert, si les neurosciences vous intéressent, et les maths lisées, ce qu'écrit Houdet, ce qu'écrit Dehaene, par exemple, récemment sur un des derniers bouquins de Dehaene, je lisais une partie qui m'a fait comprendre peut-être l'accroche forte de trio. Dehaene dit que le cerveau est un organe qui adore la combinatoire. C'est un organe qui combine tout le temps. Le cerveau est en test permanent. Et contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de solution experte. Le cerveau, il tâtonne, il teste tout le temps. Et en fait, il valide plutôt par invalidation. C'est-à-dire, il élimine et il retient ce qui marche. Je trouve ça passionnant comme idée. Et je pense que Trio, on est exactement là-dedans. On tâtonne, on teste. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ah, ça marche. Je valide. Je reteste un peu n'importe où. Il y a de l'aléatoire. Hein, cette grille, ça crée l'aléatoire. Et vraiment, c'est très, très fort. Vous pouvez donc vous procurer le jeu, jouer, faire des photos. Moi, j'insère des photos dans mes diaporamas
et on peut jouer avec toute la classe. La puissance en plus de trio, c'est que vous pouvez jouer 5 minutes avec toute une classe. Là, vous imaginez, ça c'est l'écran, toute la classe voit et on communique où sont les solutions. Moi, je les envoie même au tableau et ils entourent leurs solutions. Si on a un tableau blanc avec Velleda, je crois que j'ai mis une photo juste après, j'ai dû vous mettre une photo, voilà, une photo de mon tableau de classe où les élèves sont venus au tableau, ils ont entouré les trios et là, ils avaient même mis les opérations utilisées à droite. Donc, ils verbalisent les solutions et ils les écrivent. Et là, ça, c'est un jeu qui peut être un rituel, quoi. Vous pouvez, en classe, on peut imaginer l'utilisation de trio toutes les semaines. C'est un jeu qui n'est pas très chronophage en plus. Ça, c'est intéressant. On peut jouer 5-10 minutes à trio et tester. Ne me croyez pas sur parole, sur l'accroche, vous verrez, c'est assez surprenant. Alors, je suis désolé, Eric, mais le trio qu'on a rentré récemment chez Didacto, ce n'est pas du tout le même, en fait. Ah, c'est pas du tout le même? Non, non, c'est un jeu de mémoire. C'est pas du tout c'est pas une réédition de ce jeu-là. Mince, je croyais que c'était le même. Est-ce Voilà. que c'est un éditeur suisse qui s'appelle ZKM? Non, Non. c'est chez Cocktail Games, c'est pas du tout pareil. Alors, il Voilà. faudra que vous vous procuriez, parce que le trio est réédité, et c'est un éditeur suisse qui s'appelle ZKM qui le propose. Bon, on ira voir ça avec plaisir. Et je pense que ça peut être intéressant de le proposer. On bascule sur Matador? Oui, ouais, on bascule sur Matador. Là, j'étais sur Duo. Duo, c'est là, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour le cycle 2. Et on prend un plus petit nombre cible, donc là, 13 par exemple. Et là, on va être dans l'additif. Qu'est-ce qui fait 13 avec deux nombres? Donc, on retrouve l'esprit shut the box de tout à l'heure. 6 plus 7, 8 plus 5, 9 plus 4, etc. On peut se faire ces grilles. Voilà. Et il y a du jeu en ligne. Voilà, il y a des sites qui proposent des duos et des trios en ligne. Et j'avais mis, où trouver trio? J'ai mis chez Didacto, donc peut-être bientôt. Et j'avance et je termine avec Matador. Donc avec les dés, et puis un petit mot sur la version numérique pour la tablette et l'ordinateur. Alors voilà la boîte de jeu. Alors là, pour le coup, je sais que vous le proposez chez Didacto. Donc ça, c'est la boîte de jeu. Je ne vais pas trop en parler, c'est la boîte de jeu, on va dire un peu, on est dans la famille jeux de société. Moi, je vais plutôt vous parler de la petite boîte de jeu qui était en rupture de stock et qui est de nouveau proposée. Sabine me le confirmait tout à l'heure, la petite boîte Matador Flash. Ça, c'est vraiment le jeu qui est totalement adapté. On l'a créé avec Canopé pour la classe. C'est vraiment le jeu type pour faire du calcul mental, 2 types comptez bon en classe. Vous lancez les dés. Je vous ai fait une photo. La cible, c'est les dés rouges. Hein, je les ai là. D'ailleurs, j'ai la petite boîte à côté. Voilà. Les 2 dés rouges. Vous lancez les 2 dés rouges. Donc là, 2, 8, dizaines unités, 28. Cible 28. Vous lancez les 5 dés blancs. Alors, vous n'allez peut-être pas trop les voir. Ils sont dans ma main là. On ne voit pas bien, hein. C'est pas très visuel ce que je fais, mais par contre la photo on les voit bien. Vous avez donc le lancer des 5 dés qui vous donne un 4, un 6, un 8, un 4 et un 7. Il y a 5 dés, il y a un 4 faces, un 6 faces, un 8 faces, un 12 faces, un 20 faces. Ce sont les solides de Platon, ils ont toute une histoire, donc c'est aussi ça qui m'a guidé vers la création de Matador. Et il faut fabriquer 28, on est dans l'esprit shut the box et trio, on a une cible, 28, et là, pour le coup, c'est plus riche parce qu'on a 5 nombres. Donc, si vous voulez, il y a un peu plus de combinatoires. On a plus de choix pour fabriquer 28. On doit choisir parmi les 5 nombres. On n'est pas obligé de les utiliser les 5, mais on peut faire ce qu'on veut. Et on peut faire les opérations qu'on veut. C'est-à-dire on peut utiliser des additions, des soustractions, des multiplications ou des divisions. Tout est possible. Et je vous ai fait un tirage que j'appelle ouvert. D'où l'intérêt de faire des photos, parce qu'on peut les mettre en photo et les vidéos projetées. Un tirage ouvert, c'est un tirage pour lequel il y a plein de solutions faciles, moyennes, difficiles. Alors, qu'est-ce que j'entends par solution facile, moyenne, difficile? Solution facile, c'est une ligne ou 2 lignes de calcul. Là, 4 x 7, j'ai fait 28, j'ai fait une multiplication. 4 x 6, 24, plus 4, 28. Je fais une multiplication et une addition. On est dans des solutions accessibles, voilà, cycle 3, avec 1 ou 2 opérations. Et puis, il y a des situations où il y a plus d'opérations. Et alors, je vais vous le montrer en photo après pour aller directement aux solutions. Je vous ai fait une photo où il y a toutes les solutions sur un tableau. Donc là, j'ai résumé le fonctionnement. Il y a un système de points. Je vais vous en parler à partir de la photo qui vient juste après. Mais en gros, c'est soit je lance les dés en classe et j'écris les nombres au tableau,
soit je fais des photos et je projette mes photos. Et puis après, quelques minutes de recherche, échange, verbalisation, toujours important, et écriture au tableau. Alors, avec le système de points, et j'y arrive, c'est la photo suivante, je vous la mets. Voilà une photo de mon tableau de classe où on avait le 28 avec 4, 6, 8, 4, 7, et vous avez 5 solutions différentes de facile à difficile. Alors, donc solution facile, le 4 x 7, 28. 6 points, c'est 5 points parce que j'ai trouvé. Dès qu'on trouve, on a 5 points. Et puis, il y a un point d'opération, c'est la multiplication. La multiplication et l'addition, qui sont les deux opérations un peu naturelles. Il faut savoir que le cerveau est un peu formaté avec les années de pratique d'enseignement du calcul vers le plus et le multiplier. C'est les opérations à l'endroit. Ça correspond à notre système de numération. Donc, elles ne rapportent qu'un point. Et puis, par contre, si je fais une soustraction, j'ai 2 points pour inciter à aller vers les moins. Et si je fais une division, j'ai 3 points. Parce que ça valide encore une recherche plus compliquée. Et puis, le coup Matador, qui est le coup où j'utilise les 5 nombres. C'est un coup difficile sur lequel il ne faut pas trop insister, évidemment, au début. Et vous voyez, là, c'est la solution qui est tout à droite. Il y a 1 fois, 7 fois 8, 56. Il y a 1 plus, 4 plus 4, 8. Il y a une soustraction, 8 moins 6, 2. Et puis, on finit par une division, 56 divisé par 2, 28. J'ai fait 1 fois, 1 plus, 1 moins, 1 divisé. J'ai utilisé tous les nombres. C'est la quintessence. Voilà, c'est le coup ultime, c'est le coup parfait. J'ai trouvé un coup Matador. Il ne faut pas trop insister au début quand on ne connaît pas le jeu là-dessus, parce que sinon on va perdre les 3/4 des joueurs. Au début, c'est j'essaye de fabriquer 28. Et avec le temps, la régularité, le plaisir du jonglage, comme évoque Dehaene quand il dit que le cerveau est un organe qui adore combiner, là on combine énormément, il faut jouer régulièrement, pratiquer-le à l'envers, qui n'est pas naturel, c'est une démarche non naturelle, la décomposition, et petit à petit, essayer d'évoluer vers des solutions de fin. On part de simple, et on essaye d'aller en fonction de ses capacités. Mais il faut dire que tout est bon. Voilà. Le 4 x 7, eh ben, c'est une solution. Voilà, elle rapporte 6 points, mais c'est une solution. Et puis, on a une variation entre 6 et 18 avec 7 points, 8 points, 11 points, parce qu'il y a une solution avec plus multiplié moins, fois moins divisé, etc. Et c'est encore une fois intéressant de faire verbaliser les élèves, quand on a fait une petite situation de recherche, de les faire écrire au tableau pour que ceux qui n'ont pas trouvé ou qui ont trouvé une solution simple voient et entendre des choses. Encore une fois, la verbalisation dans le jeu, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Si on est, encore une fois, comme j'ai évoqué au tout début, à l'écrit, ces fameuses techniques opératoires, chacun est dans son monde, on pose ses trucs. Quand on écrit, on est dans sa bulle. Si on joue et si on fait du calcul mental avec de la verbalisation, on sort de sa bulle et on entend. J'aime bien, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'idée que quand on fait du mental réfléchi dans une classe, celui qui parle, il met un haut-parleur sur sa pensée. Et en mettant ce haut-parleur sur sa pensée, il en fait bénéficier à tous les autres. C'est ce qu'on retrouve dans l'apprentissage d'une langue vivante, quand on apprend l'anglais, l'espagnol, etc. On entend des choses quand on est dans une salle de classe. Il faut faire ça avec le calcul. Alors que l'idée un peu trop souvent ancrée dans la tête des gens, c'est que le calcul, ça serait un truc écrit. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut culturellement évoluer vers beaucoup plus de mental et de verbal. Pour terminer, on peut jouer en CP, voire en grande section. On simplifie la règle du jeu, on prend le dé 20 faces comme dé cible, on oublie les dés rouges au début, et là par exemple, la cible c'est 12 sur le dé à 20 faces, et puis on calcule qu'avec les 4 autres. Et là, on simplifie, il y a moins de combinatoires. Évidemment, la taille du nombre cible fait qu'on est entre 1 et 20. Et donc là, on peut jouer au CP et on peut décomposer et avoir des nombres beaucoup plus accessibles. C'est une porte d'entrée. Il y a un compte Twitter sur lequel il y a un tirage hebdomadaire. C'est un compte Twitter Canopé tous les vendredis, il y a le tirage. Je vous ai fait une capture d'écran du tirage d'un des vendredis, avec même les solutions qui sont affichées par des classes en ligne. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais un peu déborder au niveau du temps. Si vous êtes intéressé, allez sur le site matador.fr. Il y a la version numérique. C'est exactement le jeu que je viens de vous décrire, Matador Chrono. Matador Flash, pardon, on l'a appelé Matador Chrono dans la version numérique. C'est exactement le même jeu et l'idée c'est d'avoir le maximum de points dans une partie qui dure 3 minutes. Et la grande différence, mais elle est quand même fondamentale, c'est qu'on joue seul. Le numérique, moi, je suis très numérique, mais je dis le numérique, ça devrait toujours être un prolongement
du vrai jeu. Le vrai jeu, c'est avec des dés, on les touche, hein, on touche les dés, il y a du tactile, on échange, on verbalise, on est ensemble. Et puis le numérique, eh ben, c'est un super prolongement, par contre. Et vraiment super parce qu'on peut s'entraîner, ça rend attractif, je l'ai mis, le travail répétitif, ça fait un lien avec la maison, l'école, etc. Ceux qui aiment ça, ben, ils peuvent jouer en plus tranquillement, seuls chez eux, à leur rythme ou en classe. Donc c'est bien. Mais il ne faut pas en faire pour moi, ce n'est pas le point central, quoi. C'est complémentaire, ça vient après. Voilà, donc allez sur le site Matador et testez en ligne parce que là, je n'ai pas le temps de vous montrer. J'ai fait une capture d'écran du chrono. Voilà, là, pour vous donner l'idée du fonctionnement. La cible, c'est 36. Puis les 5 nombres des 5 dés blancs, c'est 3, 16, 8, 10, 2. Et vous avez le plus, le moins, le multiplié, divisé. Et quand vous trouvez, ben, vous cliquez, le passé devient validé et vous avez des points. Vous voyez, là, j'avais fait une capture d'écran, j'étais à 105 points et 41 secondes. J'avais déjà joué 2 minutes 19 et il me restait 41 secondes. Et les situations s'enchaînent. Au fur et à mesure que je trouve, j'ai des nouvelles situations. Et donc, on est vraiment dans l'idée de l'entraînement. On a même des statistiques qui s'affichent sur le site. Voilà. Merci merci beaucoup, pour votre Eric. attention. Alors, juste à répondu à la question, j'avais une question sur le Matador Flash, s'il était adapté au CP. La dernière capture, c'était exactement ce que tu disais en n'utilisant pas les dés rouges. Voilà. Et on me demande si le Matador Flash est-il dispo. Oui, oui, comme je vous l'indique, comme Eric l'indiquait, ils sont arrivés, on les a mis fraîchement en ligne, donc que ce soit le Matador et le Matador Flash, vous les trouvez directement sur le site. Je peux arrêter ton partage d'écran, Eric? Bien sûr. Ok. Je vais vous montrer, hop, rapidement là ce que Eric disait. Donc il parlait des shut the box, donc fermer la boîte, où je vous montre rapidement que sur Didacto il y a celui seul, celui en double, celui à 4 pour les plus grands, pour les petits, petit format, grand format. Vous retrouvez tout cela et comme je vous l'indiquais, voilà donc le Matador et le Matador Flash que vous retrouvez sur le site. Voilà, je pense avoir répondu aux questions et j'arrête mon partage, je remets tout le monde à l'écran. Normalement, je vais essayer de remettre tout le monde à l'écran pour la conclusion, savoir si quelqu'un me comprend. Voilà, donc là, tout le monde est revenu à l'écran. J'ai répondu aux questions. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on conclue? Désolé, on a encore un petit peu débordé. On a du mal à tenir le timing. Est-ce que, Étienne, vous n'avez pas de micro, si vous voulez conclure ou dire quelque chose? Non, rien de spécial. Pour remercier tout le monde, pour remercier beaucoup Eric encore d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Je crois que c'était vraiment très intéressant. Merci à tout le monde d'être resté. Encore pardon d'avoir un peu débordé comme Sabine l'a dit. Bon après-midi à tous. À très très vite. Et puis on vous envoie le lien très rapidement avec la présentation d'Eric, les jeux, le lien et tout et tout. Merci beaucoup, à très bientôt. On refait un petit webinaire au mois de juillet, plus pour les ludothèques, mais on vous tient au courant sur le site, évidemment, www.didacto.com. À bientôt, au revoir.